l'unité et la concorde dans le travail. Merci à POIPAM. Nous sommes sur le plateau économique et nous allons faire un effort pour relever dans le discours au programme du président Félix Antoine Tshisekedi quelques éléments qui peuvent permettre à ceux de nos téléspectateurs de retenir. Et on l'a annoncé à ma gauche, le professeur Godin Poyi, économiste attaché particulièrement à la question de fiscalité. Et ce que j'ai retenu du discours du président est mon fort, la délinquance fiscale. Comment vous interprétez ces mots? Parce que ça touche à vos intérêts scientifiques, à la limite à vos intérêts professionnels. Merci beaucoup, cher Bouyal. Donc, j'ai suivi religieusement les discours du chef de l'État, que je félicite, et j'ai compris qu'il a eu le temps vraiment de diagnostiquer la société congolaise. Et en fait, lorsqu'on parle de la délinquance fiscale, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en considération. C'est vrai, tout de suite quand on parle de cela, on voit directement les agents du fisc qui ont la réputation des carriéristes. On considère que ce sont eux qui sont les fossoyeurs de la République. C'est vrai qu'il y a des problèmes de ce côté-là, mais il est aussi vrai que dans notre fisc, il y a des personnes bien qui peuvent relever les défis, qui peuvent accompagner les chefs de l'État. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire à court, moyen et long terme. À court terme, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec les personnels actuels, on y trouve des personnes très compétentes. Il suffit de les encadrer en améliorant la gouvernance fiscale dans notre pays. Je pense que ça va permettre au chef de l'État d'atteindre ses objectifs. Mais au-delà de s'attaquer à la fraude fiscale, je pense que l'élément primordial pour que le président de la République puisse atteindre ses objectifs, c'est la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et là, je voudrais revêtir mes oripeaux de pasteur pour demander à chacun des Congolais de se dépasser pour que nous puissions maintenir la paix. Pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo est au centre d'un grand complot. Vous avez vu les médias occidentaux, comment ils ont cherché à obtenir les soulèvements. Ils n'ont pas pu. C'est comme on dit en Lingala, la campagne Sonamaï. Donc, je demande aux Congolais, nous avons l'avantage de ce pays, c'est que nous sommes une mosaïque de tribus. Plus de 450. Mobutu nous a laissés ensemble. Et le vrai pasteur, c'est celui qui est le procurateur de la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Donc un pasteur ne doit pas tenir des propos qui incitent à la haine. Moi, ici, en tant que pasteur, je vais rentrer dans l'aspect économique. Je voudrais que nous puissions maintenir la paix parce que s'il n'y a pas de paix, nous n'aurons pas du pain dans ce pays. Nous avons tous suivi les procès au niveau de la Cour constitutionnelle. On a demandé aux amis que j'aime beaucoup d'apporter les preuves. Nous attendons ces preuves, personne ne les a sorties. Leurs médias, c'est-à-dire France 24 et RFI, disaient qu'ils ont gagné avec 63%, mais eux-mêmes, ils ont présenté devant le juge des chiffres. Ça, c'était 11 millions, et ils sont descendus à 8 millions. Donc, lorsque vous faites 8 millions, vous divisez par 18 millions, il n'y a pas de 60%. C'est qu'il y a un mensonge entretenu par la communauté internationale pour nous diviser, nous les Congolais. Donc, je voulais appeler les uns et les autres à plus d'amour pour notre pays. Et pour ceux qui ne le savent pas, sur nos 58 ans d'indépendance, nous avons connu 22 ans de guerre. C'est ce qui explique la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Donc, pour atteindre ces objectifs avec le président élu, il faut impérativement que nous entretenons la paix sur toute l'étendue du territoire national. Mais, comme j'étais en train de le dire, ce qu'il faut faire à court terme, c'est qu'il faut faire des ajustements anthropologiques au niveau de notre fisc, parce qu'on connaît que, pour ceux qui connaissent la charpente budgétaire de la République démocratique du Congo, nous le savons tous que dans la rubrique attachée
aux recettes courantes, 70% des recettes proviennent de la fiscalité et de la parafiscalité. Donc cela veut dire tout simplement que le fisc, c'est en fait ces ressorts sur lesquels la RDC peut s'appuyer pour rebondir. À court terme, il faut des ajustements anthropologiques, ce qu'on appelle communément la méritocratie, et il faut mettre des bonnes personnes à des postes stratégiques. Je crois qu'à court terme, ça pourra marcher. Mais ce qu'il faudra faire à moyen terme, il y a des réformes structurelles qu'il faut faire, par du genre des colmatages conjoncturels qui ont été faits au grand hôtel qu'on appelait réformes. C'est maintenant que nous devons avoir la possibilité de réfléchir sur les quantums fiscaux congolais. Nous déterminons les quantums fiscaux pour avoir une fiscalité optimale. Au même moment, j'ai suivi le président qui disait qu'il comptait qu'il vous restitue votre pouvoir de quatrième pouvoir. Mais je pense que dans ce pouvoir-là, vous n'êtes pas là que pour dénoncer, mais vous êtes là aussi pour annoncer. C'est-à-dire, il faut inculquer le civisme fiscal au peuple congolais. Mais pour me récapituler, c'est que si le président de la République veut atteindre ses objectifs, il y a 3 choses qu'il faut faire. 1. La discipline des dirigeants, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les exemples viennent d'en haut. Oui, la discipline des dirigeants. Le pouvoir d'État a été désacralisé dans ce pays. Donc, vous trouvez un homme comme ça, bon, après on vous dit qu'il est ministre. Non. Aujourd'hui, si le président veut qu'on aille de l'avant, là j'appuie mon grand frère Norbert qui parlait tout de suite en disant qu'on n'amène pas des stagiaires dans la salle d'urgence, c'est qu'il faut bien recruter les ministres, les mandataires, et cela va descendre jusqu'au niveau de l'administration. Donc, à part la discipline des dirigeants, il faut le dur labeur de la population. Nous, les Congolais, aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre de notre travail. Et ce que je voulais dire au président, c'est qu'une fois la maximisation des recettes obtenues, parce que cette année, c'est possible, j'ai l'autorité de le dire. Si on fait des ajustements anthropologiques dans nos sociétés commerciales, dans nos régies financières, c'est possible cette année, avec le nouveau code minier, d'atteindre au moins 10 milliards de dollars comme budget de l'État. Alors, avec cette manne, entre guillemets, il faudra investir notamment dans la rémunération des agents de l'État et dans les grands travaux. L'avantage d'investir dans ces 2 secteurs, c'est que lorsque vous améliorez les conditions salariales de l'agent de l'État, vous augmentez leur pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat finira par avoir des répercussions sur la demande globale, et c'est le début de la véritable croissance inclusive. Il en est de même lorsque vous investissez dans les grands travaux, ce sont de nouveaux emplois qui vont se créer pour cette jeunesse dynamique, mais qui est restée longtemps dans le chômage. En quelques mots, 2 minutes, professeur Mpoyi, c'est vrai, mais il y a quand même l'adage qui veut que trop d'impôts sur l'impôt. Lorsqu'on regarde la carte fiscale en République démocratique du Congo, et au niveau central, il y a des impôts. Au niveau, chaque province a pratiquement créé ses propres impôts. Et il y a un juriste, bon, j'ai oublié son nom, qui parle de 50 000 impôts en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. J'ai lu l'auteur des 50 000 taxes. D'ailleurs, lui-même n'affirme pas qu'il y avait 50 000 taxes. C'était en fait un métalangage. Et contrairement à ce que les gens pensent, je voulais vous dire qu'à ce qui concerne la fiscalité, dans notre pays, nous sommes parmi les pays qui ont la pression fiscale la plus faible. Nous dépassons rarement 14%. Et pourquoi? Contrairement à ce que les gens pensent, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas cette culture-là de comprendre qu'il appartient à chaque citoyen de contribuer aux charges de l'État. Je vous dis et j'explique ici, de manière simple, comment on calcule la pression fiscale d'un État. La pression fiscale d'un État, c'est les ratios entre les recettes fiscales et parafiscales collectées, ainsi que les PIB. Alors, la différence, donc la confusion qu'on fait chez nous, c'est que les gens confondent les charges fiscales de la pression fiscale. Donc, comment les charges fiscales augmentent dans les chefs de certaines entreprises? Ici, la plupart des grands opérateurs économiques, lorsque je parle des grands opérateurs économiques, c'est en fait grand parmi les nains. Donc, ils font tout. Ils sont dans l'import-export, ils sont dans les transports,
ils sont dans l'immobilier. Mais c'est ce qui justifie qu'ils ont plus de charges fiscales. Mais nous avons la pression fiscale la plus faible en Afrique et même ailleurs. C'est comme lorsqu'on parle de la fiscalité des portes, qu'on appelle ordinairement chez nous la douane. Je vous dis, donc, j'ai travaillé longtemps avant mon élection. J'ai travaillé longtemps comme député provincial oui. de Bandalou. Donc j'ai travaillé pendant longtemps comme point d'information de l'Organisation mondiale du commerce dans ces pays. À ce titre, j'ai eu l'avantage d'accéder à tous les tarifs douaniers des pays du monde membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, je vous dis qu'en Afrique, il n'y a pas mieux que la RDC à part la Namibie. Alors, c'est-à-dire nous sommes parmi les pays qui ont les taux de douane les plus faibles en Afrique. Mais quand est-ce que notre douane devient chère? C'est tout simplement parce qu'il y a une parafiscalité qui vient s'exposer sur la fiscalité. Donc, à côté des droits des douanes, on vous amène les FPI, on vous amène la DGRAD, le GFREM, tout ça, ce n'est pas des droits des douanes, ce sont en fait des parafiscalités qui viennent s'exposer. Donc, c'est pour vous dire que lorsque les gens pensent que nous avons la fiscalité économicide, ils se trompent de vocabulaire. Professeur Mpoyo, vous êtes dans votre matière. Bon, ce n'était qu'une manière d'aider les Congolais à bien pénétrer le discours du président de la République. Nous allons revenir sur vous dans un espace spécialisé comme perspectives économiques. Cette fois-ci, je me tourne vers mon complice, Cédric Kenina. Que retenir du discours? Parce que nous sommes en train d'atterrir, le temps de relancer l'autre plateau, le plateau culturel. Bon, en Bouyal, j'aimerais d'abord revenir sur l'événement en soi. On a assisté à un moment historique, ça c'est vrai. Moi, personnellement, j'avais des larmes de bonheur. Je me suis dit, moi, en tant qu'historien du présent, journaliste, assister à un moment aussi particulier de l'histoire du pays, c'est une chance pour nous autres. Ça devra pousser des journalistes à davantage écrire. Cet événement peut prendre plusieurs formes d'écrire, sous tableau, roman, essais et consorts. D'accord. Donc, je me dis, du point de vue économique, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été clair dans ses propos. Il faut remettre les pays sur les rails. Mais j'aimerais bien revenir sur l'évolution d'une manière ascendante de l'économie de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, il faut le dire, stagne. Au départ, avec l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila Kabange, le pays a repris ce qu'on appelle la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods. C'était déjà un bon début. Et en 2010, c'était l'atteinte du point d'achèvement. On a allégé les poids de la dette extérieure du pays. Et ce qui est fondamental dans tout ça, si on n'a pas vraiment ressenti ces fardeaux tomber, c'est le fait que l'État congolais n'a pas tenu compte de la dette intérieure qui pouvait, à mon sens, créer un déclic pour la création d'une classe moyenne. Ça n'a pas été effectif d'une manière générale. Et quand on voit l'évolution du pays, l'arrivée de Matata en tant que Premier ministre, plusieurs réformes ont été engagées, notamment en ce qui concerne le régie financière, appelé à mobiliser les recettes pour le compte du Trésor public. Mais vers la fin, on a senti que l'économie stagnait, tout simplement parce que nous avons une économie qui est dépendante des ressources naturelles, des matières premières, qui, au cas où on constate qu'il y a baisse à l'échelle internationale, cela impacte tout naturellement sur les budgets ou encore le reste dans le pays. Donc, nous devons poursuivre les réformes pour aboutir à une croissance inclusive ou une économie qui ne dépend pas essentiellement des ressources naturelles. Et ça, il faut tabler sur l'agriculture. C'est étonnant. Le président de la République l'a dit dans son discours, vous avez 80 millions d'hectares de terres arables. Et moi, je me pose la question, dans les 80 millions d'hectares arables, quelle est la partie qui est cultivée? Pour être plus simple. C'est seulement 5%. Dans le raisonnement. C'est dans 5%, les 5% ou 10%. Pour le moment, oui. C'est pour dire que nous devons concentrer les efforts, nos synergies dans l'agriculture, la mécanisation. On a vu Boukangalonzo, c'était
une belle vision, mais qui visiblement n'est pas arrivé à l'objectif. N'a pas donné les résultats escomptés. Je sens les choses venir. À côté du prof, je détiens une partie de sa thèse de doctorat publiée sous forme de livres. Il aborde forcément la question de l'agriculture, il aborde la question de l'eau. Nous allons certainement revenir sur une autre manière autour de ceci. Pour l'instant, nous remercions le professeur Godin pour sa patience. Il était déjà avec nous au début de 9h. Et l'événement était central, l'événement valait bien le coup. Et je remercie Kenina, qui devient de plus en plus un complice autour des matières économiques. On ne s'arrête pas par ici, mais on préfère transmettre le relais, parce que la passation du pouvoir médiatique au plateau culturel, c'est cela, justement. Toute une équipe, nous avons avec nous 3 plateaux. Coup de chapeau à la grande équipe de la RTNC, mais aussi au dynamisme de notre directeur général Ernest Kabila.